Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous de conseil juridique sur Azur TV, toujours en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan. Une émission que nous allons consacrer cette semaine, durant cette quinzaine, à ce que l'on appelle la saisie immobilière, notamment pour recouvrir une créance. Nous allons vous expliquer tout ça avec Maître Jean-Christophe Michel. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être là pour nous parler finalement d'une chose dans le droit qui est importante, qui existe, donc la saisie immobilière. On va se placer dans le cadre d'un créancier qui a besoin de récupérer une somme d'argent. Hein. Vous me dites si je me trompe, mais de quoi on parle déjà quand on parle de saisie immobilière ? Bonjour, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité. Et quand on parle de saisie immobilière, c'est le fait pour un créancier muni d'un titre exécutoire de procéder au recouvrement forcé de cette créance par la mise en vente d'un bien immobilier. Alors le titre exécutoire, on va évacuer tout de suite le sujet, c'est le document obligatoire pour lancer la procédure de saisie, on va dire. Voilà, il faut donc que ce soit un jugement, que ce jugement soit définitif et que vous soyez en possession de l'original de ce document, c'est-à-dire celui qui comporte la formule exécutoire. Vous ne pouvez pas pratiquer une saisie immobilière, notamment sur une ordonnance de référé qui a un caractère provisoire. Il vous faut donc un jugement définitif pour pouvoir y procéder. Donc quand on en est là, c'est qu'on a déjà consulté un avocat et qu'on a déjà été accompagné. Alors, c'est pas forcé. On peut prendre le cas, par exemple, d'une partie civile qui s'est constituée devant le tribunal correctionnel pour demander des dommages et intérêts. Cette partie civile peut être assistée d'un avocat, mais elle n'est pas forcément assistée d'un avocat. Prenez l'exemple, par exemple, d'une personne qui aurait subi un accident de la circulation et qui se présente devant le tribunal correctionnel pour obtenir le dédommagement. On peut lui allouer une somme sans qu'elle ne soit forcément représentée par un avocat. Donc 50 000 euros, j'ai été renversé, je prends 50 000 euros de dommages et intérêts, c'est ça? Oui. Donc évidemment, là, on n'a pas nécessairement d'avocat puisque c'est assez clair. Par contre, quand même, pour entamer la procédure de recouvrement de la créance, on ne va pas pouvoir le faire seul. Alors, vous n'allez pas pouvoir le faire seul. On va souvent vous envoyer vers des organismes qui s'appellent la CIVI ou la SARVI qui pourraient prendre le relais pour des indemnités, mais qui ne vous apporteront pas complètement satisfaction parce qu'elles ne vous rembourseront pas la totalité et ne pourront pas procéder à des saisies immobilières. Mais le problème, c'est que pour procéder à une saisie immobilière, il faut bien entendu que votre adversaire soit propriétaire. Exactement, ça c'est aussi une condition sine qua non, on ne l'a pas dit, mais ça paraît quand même relativement évident. C'est vrai, vous faites bien de le préciser. J'ai une question simple à vous poser. Pour requérir une saisie immobilière, quel type de créances sont éligibles? Est-ce que tout type de créances... Alors, toutes créances sont éligibles à partir du moment où vous disposez donc de ce titre, de ce jugement qui reconnaît cette créance. C'est une procédure de dernier recours, la saisie immobilière. On passe d'abord par d'autres tentatives, saisie sur salaire, examen des revenus, etc. Oui, parce qu'on pourrait vous reprocher, notamment si la saisie minime, si on ne vous doit que quelques milliers d'euros, on pourrait vous reprocher de lancer une saisie immobilière sans avoir tenté d'exécuter par voie d'huissier. Les délais, c'est long. Quand on a une créance en cours, le moment où on se dit qu'on va peut-être tenter la saisie immobilière, est-ce que c'est long ? Alors, il faut un avocat à peu près 2 mois pour reconstituer le dossier parce qu'il va falloir demander un état hypothécaire à la conservation, récupérer le titre de propriété de son adversaire et partir de là, rédiger le commandement de saisie immobilière. Il faut comprendre que l'adversaire ne participe pas, il ne va pas vous donner spontanément son titre de propriété. Donc, une fois que vous êtes en possession des éléments qui vous permettent de rédiger le commandement de saisie immobilière et que vous délivrez ce dernier, ça va dépendre du fait de savoir si votre adversaire va se défendre ou ne va pas se défendre. S'il ne se défend pas, une saisie immobilière est bouclée avec une vente affichée dans un délai de 8 mois. S'il se défend, ça peut prendre jusqu'à 18 mois.
Alors, c'est vrai que là, bon, on se place du côté de la personne qui veut recouvrir sa créance, mais ça peut le mettre aussi en difficulté financière, parce que là, on a parlé tout à l'heure de dommages et intérêts qui sont prononcés devant un tribunal, mais est-ce que dans le cas d'un prêt, par exemple, effectué à un ami, de façon légale, hein, avec les papiers, etc., on peut quand même aussi voilà, se retrouver dans des situations d'urgence, avec des grosses sommes à rembourser. Alors, situation d'urgence, il faut oublier. Il faut oublier parce que vous êtes dans la première tranche du dossier obligé de prendre un titre. Et le titre que vous allez devoir prendre va déjà vous prendre entre 6 mois et 18 mois. Et la saisie immobilière ne viendra qu'après. Donc, urgence, il faut oublier la saisie immobilière, sauf à vouloir faire pression sur son débiteur, mais il faut oublier l'urgence. La vente, pour les gens qui seraient peut-être, alors là je me place de l'autre côté, les gens qui devraient subir une saisie immobilière, la vente elle se fait au prix du marché, elle est encadrée. Est-ce que c'est le propriétaire qui se débrouille pour vendre et qui après reverse l'argent, ou est-ce qu'il y a une juridiction qui surveille tout ça ? Alors, il y a une juridiction qui surveille tout ça, qui est la juridiction de l'exécution immobilière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mise à prix, et c'est effectivement quelque chose d'important, la mise à prix est fixée par le créancier. Donc, la mise à prix n'a absolument aucun rapport, ni avec la valeur du bien, ni avec l'enchère espérée, ni non plus avec la créance. C'est-à-dire que vous avez une créance de 50 000 euros, vous pouvez tout à fait mettre une mise à prix à 20 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites une saisie immobilière, que vous êtes un particulier, que vous faites une saisie, quand vous fixez la mise à prix, s'il n'y a pas d'enchère, c'est vous qui allez être déclaré adjudicataire sur la mise à prix. Si vous êtes créancier de premier rang, vous n'aurez pas à payer, mais si vous êtes créancier derrière une banque, vous pourrez être amené à payer quelque chose sans récupérer votre argent. Alors, on a tendance à vous dire que les ventes aux enchères, après, reflètent le prix du marché. C'est vrai, on vend parfois même plus cher que le prix du marché, mais la règle est qu'il y a plutôt une décote qui est autour de 20% sur la valeur des biens. Donc la saisie immobilière se solde toujours par une vente aux enchères. Le propriétaire actuel qui doit de l'argent n'a pas la possibilité durant un laps de temps de dire « Attendez, j'essaye de vendre de mon côté, un délai de 6 mois par exemple, et je rembourse ma créance ». Alors c'est presque ça. Les étapes sont le dépôt du commandement de saisie immobilière à la conservation des hypothèques, puis dans le démois, le dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal de grande instance. Et quand vous déposez ce cahier des charges au greffe du tribunal de grande instance, vous convoquez à ce qui est appelé une audience d'orientation tant le débiteur que les autres créanciers inscrits. Et le débiteur à cette audience d'orientation peut solliciter une vente amiable qui lui est pratiquement toujours accordée lorsqu'il démontre qu'il a effectué des formalités pour parvenir à cette vente amiable. Donc si le débiteur se présente avec un compromis de vente, il sera toujours fait droit. S'il se présente avec un mandat de vente auprès d'une agence immobilière, il lui sera accordé un délai de 3 mois. Donc le délai n'est pas de 6 mois, mais il est de 3 mois. Sauf qu'en pratique, il est à peu près de 6 mois, puisque l'audience d'orientation, quand vous plaidez à l'audience d'orientation, le délibéré est rendu à peu près à 45 jours, qui rajoute aux 3 mois prévus par la loi. Donc un débiteur peut vendre à l'amiable. Et j'en termine. Et si pendant ce délai, il a une offre d'achat ferme, c'est-à-dire un nouveau compromis qui est signé, il peut bénéficier de nouveaux délais de 3 mois pour réaliser ça. Alors, 2 questions, une à laquelle vous avez répondu à 90%, mais donc on ne peut pas parler de procédure à l'amiable dans ces cas-là. La seule chose qu'on peut qualifier d'amiable, c'est le délai qui va être laissé au débiteur de pouvoir vendre son bien. Oui. Autrement, on est quand même là dans une procédure déjà bien entamée. Pour terminer, juste un mot quand même sur le rôle de l'avocat, parce que là, on a parlé beaucoup de points de procédure, etc. Évidemment, l'avocat, dans cette procédure, est le garant de la légalité pour son client, de la légalité il va surveiller toute la procédure. Est-ce que vous avez un rôle de conseil aussi durant cette procédure? Alors, sur des stratégies à adopter? Oui, sur les stratégies à adopter, vous pouvez déjà, le point principal, c'est celui de la mise à prix. Parce qu'il faut bien que le client ait conscience des risques qu'il prend, parce que si vous êtes en deuxième rang, c'est-à-dire que vous arrivez par exemple derrière la banque, vous pouvez vous retrouver avec une banque qui a une créance de 150 000 euros et vous avez 50 000 euros par exemple de créance derrière. Donc si vous ne vendez pas 200 000 euros,
vous ne serez pas désintéressé. Mais si vous mettez la mise à prix à 200 000 euros, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'il n'y a pas d'acquéreur, c'est vous qui allez être obligé de sortir 150 000 euros pour désintéresser la banque. Donc le rôle principal est effectivement d'avertir. Le deuxième rôle est que les gens essayent toujours d'arrêter la vente aux enchères. Mais vous avez le débiteur qui essaye d'arrêter la vente aux enchères, mais vous avez également les candidats acquéreurs qui sont toujours persuadés pouvoir faire une meilleure affaire s'ils arrêtent la vente aux enchères et vont se rapprocher soit du débiteur, soit du créancier, puisqu'en fait, il faut l'accord. Pour une vente amiable, il faut l'accord des deux. Donc effectivement, on peut intervenir sur des cessions de créances. Et il nous arrive de céder la créance du créancier poursuivant à un candidat acquéreur, à charge pour le candidat acquéreur de se débrouiller ensuite avec le propriétaire. Là, on a quand même un conseil pointu. Là, c'est pointu, c'est effectivement quelque chose qui ne peut pas être mis en place. Mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'on n'est pas sur une procédure forcément linéaire. Donc, on va rentrer dans des mécanismes qui sont plus compliqués, de quittance subrogative. Et puis il y a de l'humain à gérer. Et ça, c'est effectivement l'humain à gérer toujours compliqué. Mais c'est plus facile du côté du créancier que du côté du débiteur. J'imagine. Merci beaucoup, maître Jean-Christophe Michel, pour toutes ces précisions donc, sur la saisie immobilière. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment dans 15 jours. Nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi sur Azur TV. À très bientôt. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.